D'abord, je salue à distance notre invité, Piotr Tolstoï. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Douma. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes ce soir sur BFM TV. Je salue aussi Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir Elsa. Bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir Aurélie. On va écouter Vladimir Poutine, donc, lors de son discours, qui était encore une fois très offensif et très anti-occidental. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. Bonsoir Piotr Tolstoï. Ce n'est pourtant pas du tout ce que dit la France. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté des propos d'Emmanuel Macron qui veut la défaite de la Russie sans l'écraser. C'est ce qu'il a précisé ces dernières heures. Pour lui, ça ne se terminera pas militairement. Est-ce que vous pensez la même chose? Non, pas du tout, parce que je ne crois pas que les espoirs de l'Occident sur la défaite sont réalistes. En fait, ça a été répété aujourd'hui par le président américain en Pologne, que la défaite de la Russie est inévitable. Moi, je pense le contraire. Je pense que la victoire de la Russie en Ukraine est inévitable et qu'aujourd'hui, l'Occident a fait une erreur grave en amenant en Ukraine des nouveaux armes pour en fait prolonger ce conflit. Poutine a dit qu'une chose, à mon avis, très importante, plus des armes de longue portée on apporte en Ukraine, plus loin on ira pour assurer notre sécurité. Donc, moi, je ne crois pas du tout de la défaite. Et M. Macron qui dit qu'il faut communiquer avec la Russie, il rend simplement compte que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et sans communiquer avec la Russie, sans assurer la sécurité qui doit être indivisible, comme aujourd'hui a souligné Poutine, on ne pourrait plus cohabiter sur ce continent. Donc, tôt ou tard, on va discuter ça. Peut-être après Piotr Tolstoï, vous venez de dire plus des armes de longue portée seront livrées à l'Ukraine, plus loin nous irons. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est la citation directe de notre président qui aujourd'hui a dit cette phrase. J'ai dit d'ailleurs il y a quelques semaines. Cela veut dire que plus vous donnez des armes aux Ukrainiens, là les chars, après les avions, après les systèmes artillerie, donc plus loin, on devrait aller sur le territoire ukrainien pour assurer notre sécurité. À partir de quand la fin de la guerre pourra-t-elle s'imposer? À partir de la dénification et démilitarisation de l'Ukraine. Quand le pouvoir ukrainien envahir toute l'Ukraine reconnaît... C'est une victoire militaire forcément? Cela veut dire que l'Ukraine devient un pays neutre et jamais ne va envisager l'entrée à l'OTAN. Mais j'essaie quand même toujours de comprendre cette expression sur plus vous continuez à livrer des armes de longue portée à l'Ukraine, plus loin nous irons. Ça veut dire quoi? Vous pensez vraiment être en guerre contre nous? Vous êtes en guerre contre les Occidentaux? Mais non, c'est pas nous. C'est vous qui êtes en guerre contre la Russie. C'est vous qui avez installé 12 000 sanctions contre mon pays. C'est vous qui menez une guerre économique contre la Russie. Et c'est vous qui soutenez aujourd'hui les Ukrainiens avec l'armement, au lieu de leur donner la possibilité de négocier avec les Russes. L'Occident, aujourd'hui, il met de l'huile dans le feu. Et il continue de le mettre, d'après les récents slogans de M. Biden, qu'on va gagner sur le champ de bataille. Vous ne pouvez jamais gagner sur le champ de bataille contre la Russie. L'histoire s'est déjà prouvé en 1812 et en 1945.
Ça fait réagir Elsa Vidal. Plus précisément, ça me fait rire en fait parce que la Russie a été le premier pays occidental à perdre contre un pays asiatique. Ça a même entraîné un changement de régime. Donc des défaites de la Russie, il y en a eu. Des invasions successives et couronnées de succès de la Russie, il n'y en a pas eu. Mais personne ne parle de vous envahir. Moi, j'ai une question. Le président russe a parlé essentiellement de l'Occident et finalement de la décadence de l'Occident dans son discours, présentant la Russie comme un pôle de résistance à cette décadence. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez envoyé votre fille faire des études à Yale et pourquoi elle a dit que le Vyshka, donc l'école supérieure d'économie ou l'école de journalisme russe, c'était vraiment pas très bien, que Yale c'était super et vous avez cru bon de devoir la défendre et de défendre son patriotisme en 2017. Écoutez, d'abord, ma fille n'a jamais fait les études aux États-Unis. Elle a passé là-bas pour 2 semaines et c'est vrai qu'elle a été impressionnée par le système américain, par l'université, par l'atmosphère, etc. Mais elle a terminé son université ici à Moscou et donc elle a choisi cette université. Pas, évidemment, c'était pas Vyshka parce que Vyshka, c'est une université connue par ces visions libérales et néocoloniales qui existaient en Russie après la fin de la guerre froide, les derniers temps, et qui n'existeront plus. Et vous expliquez comment le fait que la plupart des héritiers des personnes qui dirigent la Russie aujourd'hui ont étudié, parfois travaillent, se sont mariés, ont eu des nationalités autres que la Russie. Moi, j'ai du mal à rendre ça compatible avec le patriotisme qui est attendu des élites. Et en fait, j'aimerais savoir aussi si vous avez un exemple à me citer de personnalités étrangères qui soient venues mettre ses enfants à l'école en Russie, étant donné l'attractivité que représente la Russie comme pôle de défense de la civilisation occidentale. Écoutez, Elsa, ça c'est une question. Moi, je ne suis pas au tribunal pour répondre qui a quelle nationalité. Nous vivons dans le monde ouvert et les citoyens russes ont déjà beaucoup voyagé. Ils ont pu choisir les universités pour ces enfants, mais ces enfants, ils rentrent en Russie, utilisent l'expérience qu'ils ont reçue en Occident pour le bien de la Russie. Ça, c'est la première chose. Donc cette expérience a servi à quelque chose. Vous êtes en train de le dire, vous venez de le dire. Cette expérience a servi à quelque chose. Si vous pouvez écouter, c'est ce que je dis, je serai reconnaissant. Et vous parlez très bien français d'ailleurs. La deuxième chose, Elsa, c'est que beaucoup des Français, beaucoup des Occidentaux, notamment beaucoup des citoyens des États-Unis, aujourd'hui, arrivent en Russie pour sauver leurs enfants de l'éducation qui aujourd'hui domine en Occident. L'éducation de valeurs LGBT, de favorisation des pervers, etc. Ça, vous devez connaître. Je peux vous citer les chiffres. Il y en a plus de 10 000 demandes par an. Et donc, la civilisation russe est assez attirante, malheureusement, pour vous. Parce que, en fait, nous gardons les traditions européennes sur le continent, contrairement à vous. Et donc, si vous voulez défendre l'Occident en faisant les espèces de questions sur... Mais quand même, Piotr Tolstoï, excusez-moi, vous êtes en train de dire qu'on est décadent et en même temps, vous parlez si bien notre langue. Ça veut dire qu'à un moment, vous l'avez bien aimé, notre culture, non ? Écoutez, moi, j'aimerais bien que vous parlez russe mieux que moi français. J'ai pas parlé français depuis 25 ans, mais c'est vrai que à un moment, j'ai fait mes études en France et j'ai travaillé dans les médias français. Pourquoi l'avez-vous fait? Mais parce que ça m'intéressait, parce que c'était une période intéressante pour moi et parce que j'ai beaucoup des amis français, j'ai une partie de famille en France. Vous les avez gardés, ces amis? Pourquoi vous me posez une question comme si vous parliez avec un ours blanc au pôle Nord? Mais non, mais vous entendez, vous êtes en train de dire qu'on est décadent. D'ailleurs, Vladimir Poutine dit que la pédophilie devient la norme aujourd'hui en Occident. Ça sort d'où? Vous qui avez des amis en France, vous pouvez lui dire que c'est n'importe quoi, ça. Mais vous avez écouté BFM qui... juste avant notre séquence, a parlé de pédophilie en France. Aucun rapport. Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Bien sûr, aucun rapport. On parle d'une enquête judiciaire sur des soupçons. Vous parlez de l'affaire Pierre Palmade, ça n'a aucun rapport avec la phrase de Vladimir Poutine. Il parlait de Pierre Palmade tout à l'heure, Vladimir Poutine, dans son discours. C'est pas la première fois qu'il le disait, franchement, un peu de bonne foi. Vladimir Poutine a parlé de l'hypocrisie occidentale. Ça, c'est vrai. Il a parlé de l'hypocrisie dans les relations internationales. Quand l'Occident a promis
à la Russie de ne pas élargir l'OTAN, au moment quand on a retiré les troupes de l'Allemagne, quand on a fait une simulation des négociations au moment de Minsk, quand votre ministre des Affaires étrangères, à l'époque Laurent Fabius, a signé avec les deux autres ministres les garanties au président ukrainien avant le coup d'État de 2014. Et c'est à partir de ce coup d'État qui a commencé la guerre en Ukraine. La Russie est en train de le finir. Et ce n'est pas la Russie qui a commencé cette guerre. C'est vous, les Européens, avec votre hypocrisie agressive, avec l'OTAN. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Dans son histoire, l'agression contre la Yougoslavie, et avec votre absence du moral, ni dans les relations publiques, ni dans les relations internationales, c'est vous qui aujourd'hui demandez pourquoi Poutine est contre vous. C'est assez marrant. Piotr Tolstoï, je vais donner la parole à Ulysse Gosset, puis à Elsa. On écoute Ulysse. Oui, bonsoir, monsieur le député. Aujourd'hui, à Varsovie, le président des États-Unis a dit, 1 an après le début de la guerre, l'Ukraine reste libre et indépendante. C'est-à-dire, en fait, que la Russie n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que vous répondez à Joe Biden ? Bonsoir, monsieur le journaliste. Je réponds à Biden que vous connaissez, il est un peu bizarre, il ne sait pas où aller souvent, mais cette fois-ci... Non, mais soyez sérieux dans la réponse. C'est le président des États-Unis qui dit l'Ukraine est indépendante et libre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je suis sérieux au maximum. Si vous ne m'interrompez pas, alors ça serait génial. Parce que malheureusement, je ne suis pas pas d'attaque personnelle sur les individus. Je vous parle du fond. Je vous parle du fond, pas des attaques personnelles. On ne passe pas sur les individus. On sait que monsieur président américain, parfois, ne sait pas où il est. Mais cette fois-ci, il a compris qu'il est à Varsovie. Et il a dit, encore une fois... la liberté, la liberté, la liberté, la Russie a perdu. Pourquoi il a dit ça, je ne sais pas. Parce que la Russie n'a pas perdu, parce qu'on n'en sait rien par rapport à ce qui nous attend dans les années à venir. Et je ne crois pas que M. Biden restera le président des États-Unis au moment de la fin de la guerre de l'Ukraine. Alors, il a dit autre chose. Il a dit cette guerre est une guerre choisie, c'est le choix de Poutine d'avoir fait cette guerre. Et ça peut être aussi le choix de Poutine de l'arrêter. Il suffirait d'un mot pour arrêter la guerre. Qu'est-ce que vous dites à cela? C'est encore un exemple de l'hypocrisie des Américains, parce que c'est eux qui ont élargi l'OTAN, c'est eux qui ont refusé les négociations sur la sécurité de la Russie, et c'est eux qui ont essayé de transformer l'Ukraine à une anti-Russie en emmenant là-bas les armes, etc. Donc on verra bien comment va finir cette guerre. Je répète que je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse américaine et je regrette que les Européens, notamment les Français, répètent les narratifs américains avec tel respect que vous le faites. Elsa ? Oui, en 2016, le président Poutine avait demandé aux élites de rapatrier leurs enfants et leurs fonds de l'étranger. Quand il a décidé du lancement de la guerre en février dernier, il a parlé de ceux qui étaient en Russie, mais dans leur tête à l'étranger. Aujourd'hui encore, il a dû demander aux entrepreneurs russes de mettre un terme à l'offshoreisation de la société russe. Encore une fois, si le modèle russe et la société russe sont si attractifs, pourquoi les élites cachent, puisqu'on parle de l'hypocrisie de l'Occident, pourquoi les élites cachent-elles leur fortune à l'étranger? Pourquoi elles ont des enfants qui vont à l'étranger? Pourquoi, encore une fois, elles passent leurs vacances à l'étranger? Pourquoi Dmitri Peskov passe ses vacances à Taormine? Pourquoi les enfants Lavrov ont étudié aux États-Unis? Pourquoi le fils de Matvienko a étudié au Massachusetts et non pas en Russie? Et pourquoi Madeleine Albright je crois que ça vous vraiment excite, Elsa, le fait que les Russes sont partout dans le monde. Faites gaffe parce qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en France. Merci pour les menaces. S'il vous plaît, je voulais qu'on s'arrête sur, je sais pas, oui, il vous a directement menacé, hein, c'est ça? Faites gaffe, les Russes sont partout. Faites gaffe, ah oui, c'est ça. Bon, c'était ça l'expression. Je voulais aussi qu'on parle de la menace nucléaire, puisque c'est notre enquête à avoir dans quelques secondes sur BFM TV. Et si Vladimir Poutine utilisait l'arme nucléaire, le 19 octobre dernier, vous étiez notre invité et vous disiez, on est loin de la guerre nucléaire. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui?
Mais bien sûr, nous sommes loin de la guerre nucléaire. Et le traité sur les armes stratégiques offensives qui a été suspendu aujourd'hui par le président Poutine n'a rien à voir avec les armes nucléaires. C'est encore un exemple de l'hypocrisie occidentale qui compte les missiles. C'est un traité qui limite le nombre d'ogives pour les États-Unis et pour la Russie. Sortir de ce traité, est-ce que ce n'est pas risquer l'escalade, au contraire? Non, déjà l'escalade est là. Les relations entre l'Occident et la Russie sont très mauvais. Donc, à mon avis, même la situation dans laquelle ce traité a été signé ne se répétera pas. Et donc, aujourd'hui, il faudra des nouvelles négociations sur la sécurité nucléaire. Mais ces négociations pourront avoir lieu seulement après notre victoire. Monsieur Tolstoï, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par le discours de Vladimir Poutine? Parce qu'au fond, il n'a pratiquement rien annoncé de nouveau. Il n'a pas donné véritablement les objectifs de cette guerre en Ukraine. Il n'a pas vraiment donné de bilan de cette guerre en Ukraine. On ne sait toujours pas combien de morts, alors que l'on dit qu'il y a plus de 100 000 morts côté ukrainien et côté russe. Ça fait beaucoup et il n'en parle pas. Au fond, a-t-il dit quelque chose de nouveau? Et puis, une autre question quand même. Il n'a pas du tout parlé de Wagner, de Prigojine, qui pourtant joue un rôle essentiel dans la guerre. Il ne l'a même pas cité. Ça veut dire que Prigojine est, je dirais, en position de faiblesse ou il va être écarté bientôt? Merci Ulysse. Donc, trois choses qu'il faut quand même retenir du discours de Poutine aujourd'hui et qui sont très importants à mon avis. Il a dit encore une fois que la Russie, c'est une civilisation à part et que personne n'a droit de donner des leçons à la Russie. Il a dit encore une fois que la sécurité dans le monde entier est indivisible et on ne peut pas construire la sécurité européenne ou la sécurité de l'OTAN sans la Russie. Et il a dit encore une fois que plus on aide aux Ukrainiens par l'armée à l'emporter, plus loin devrait aller l'armée russe. Qui concerne Yevgeny Prigojine, qui vous plaît beaucoup parce que je remarque que vous êtes intéressé de Wagner. Il est en train d'encercler Bakhmout et bientôt on aura encore les nouvelles sur ces Mais pourquoi Poutine n'en parle pas? sont... Pourquoi Poutine n'en parle pas? Il n'était même pas là, Prigojine. D'ailleurs, ni Kadyrov ni Prigojine n'étaient au Kremlin. C'est curieux pour des alliés aussi importants dans la guerre. Et pourquoi vous croyez que Prigojine a un poste qui lui permet d'être assis devant le président Poutine lors de son adresse à la nation? Il n'est pas un régiment bénévole qui aujourd'hui est en train de battre les Ukrainiens à Bakhmout. C'est pas quelqu'un qui vous un peu, à mon avis, augmenter son rôle dans votre théorie conspirologique sur le Kremlin et sur Prigojine. Et on va s'arrêter là. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup, merci Elsa, merci Ulysse, merci Piotr Tolstoï.